Première étape de ce grand angle, le Pérou. Entre 1996 et 2001, le gouvernement de Lima a procédé à la stérilisation forcée de 300 000 péruviennes. 15 ans après, toutes ces femmes réclament justice à l'État. L'ancien président péruvien, Alberto Fujimori, est aujourd'hui poursuivi pour crime contre l'humanité. Toutes les explications tout de suite avec Julie Hébeau. Victoria est l'une des victimes de la politique de stérilisation décidée par l'ex-président péruvien Alberto Fujimori. Elle porte à l'époque son 3e enfant. Au moment de son accouchement, les médecins lui ligaturent les trompes, à son insu, une blessure éternelle. Une blessure m'est restée, une blessure très profonde dans mon cœur et en même temps le sentiment que quelqu'un a pris la décision pour moi de m'enlever le droit d'être une mère, ce qui est un droit naturel et ça m'a beaucoup marqué. Et 15 ans après les faits, Victoria a décidé de porter plainte contre le médecin. Il s'est vu infliger une amende de 2 500 $. Elle espère désormais voir condamner l'ex-chef d'État de Lima pour crime contre l'humanité. Une ONG locale de défense des droits des femmes l'aide dans son combat contre les autorités. Que dans un pays, des femmes soient stérilisées juste parce qu'on considère qu'elles ne peuvent pas prendre leurs propres décisions sur leur sexualité et leur reproduction, ou bien qu'elles soient stérilisées parce qu'elles sont pauvres ou parce qu'on considère qu'étant indigènes, elles sont ignorantes et que cela soit fait en toute impunité avec des gens qui le justifient, c'est révoltant. Comme Victoria, elles sont 300 000 péruviennes à avoir subi le diktat des autorités. Nombreuses sont mortes, d'autres en portent encore les séquelles physiques et morales. Elles ont décidé aujourd'hui de sortir de l'ombre pour raconter leur calvaire. Et en Israël, où le taux de naissance et de natalité est de 2%, les autorités gardent un œil vigilant sur ces politiques justement de natalité. Et à ce propos, le Bureau central des statistiques vient de remettre son rapport sur la pratique de l'avortement en Israël pour l'année 2014. Un rapport, vous allez le voir, qui donne un éclairage sur l'interruption volontaire de grossesse. Maurice, un nombre d'avortements à la baisse. Oui, Valérie, mais il faut d'abord donner l'information plus importante de ce rapport. En 2014, la commission des avortements a reçu 18 646 demandes et près de 99% de ces demandes ont été autorisées. Alors, vous l'avez dit, le nombre d'avortements dans l'ensemble de la population israélienne est en baisse depuis 30 ans. Un nombre de demandes d'interruption de grossesse qui finalement depuis 1988 n'a fait que baisser. Les Israéliennes en 2014 étaient 10 sur 1000 à déposer une demande d'avortement. En 2004, elles étaient 12 et en 1988, elles étaient quand même 19. Vous voyez, est-ce que les demandes d'avortement sont en baisse parce que finalement il y a d'autres procédures peut-être moins légales? C'est la question qu'on se pose. Mais en tout cas, officiellement, il y a moins de demandes d'avortement. Par contre, le nombre d'avortements au sein des populations non juives est en hausse au cours de ces 10 dernières années. Expliquez-nous. Absolument. Le nombre de demandes d'interruption de grossesse chez les juives israéliennes est supérieur au nombre de demandes chez les femmes musulmanes et druzes. Mais celui-ci, chez les juives, est en baisse constante. En 2004, il y avait 13 demandes d'avortement pour 1000 juives. En 2014, on en est qu'à 9,7 sur 1000. Vous voyez qu'il y a une baisse des demandes d'avortement chez les juives. Par contre, dans les autres secteurs de la population israélienne, si les demandes d'interruption de grossesse sont moins nombreuses, elles sont par contre en hausse constante et les chiffres là ne mentent pas. Pour les musulmanes, en 2004, 6 demandes pour 1000 femmes musulmanes. En 2014, 6,5 pour 1000 femmes musulmanes. Vous voyez, il y a une augmentation. Les druzes, 6,3 demandes pour 1000 femmes. En 2014, 7,5 demandes pour 1000 femmes, une augmentation assez importante. Quant aux chrétiennes, elles ont un taux de demande d'avortement supérieur même aux juives. Elles étaient en 2004 10,8 pour 1000. En 2014, elles sont 11,5 pour 1000. Vous voyez, selon les secteurs, il y a des différences et dans les minorités, on demande plus facilement un avortement que dans la majorité. En tous les cas, ici en Israël, Maurice, l'interruption volontaire de grossesse est très encadrée. Expliquez-nous comment ça se passe. Et oui, en Israël, l'interruption de grossesse a été légalisée depuis 1978 et contrôlée par une commission médicale qui entérine près de 99% des demandes, je vous l'ai dit, sur des critères précis. Selon la loi, cette commission autorise l'interruption volontaire de grossesse dans les cas suivants: des femmes de moins de 17 ans ou de plus de 40 ans, des femmes non mariées ou une grossesse hors mariage, des grossesses provoquées par une relation interdite par la loi, c'est le viol ou l'inceste, et lorsque l'enfant risque de naître avec une
une malformation physique ou psychique. Alors la commission est composée, il faut le dire, de 2 médecins spécialisés et d'une assistante sociale, nécessairement une femme, et les demandes peuvent être déposées dans tous les hôpitaux et les dispensaires. Direction présent la Roumanie, où des milliers d'adolescentes y accouchent chaque année. C'est même le pays qui compte le plus de FIMR en Europe. Un phénomène qui fait débat dans les rangs des ONG et des autres mouvements de défense des droits de la femme. D'autant que porter et élever un enfant à cet âge-là cause de nombreux problèmes médicaux et sociaux. On regarde. Il y a quelques mois, la vie de Lorena a complètement changé. À 15 ans, elle est devenue mère et depuis, elle vit un parcours du combattant pour élever Andrea avec son petit ami dans un bâtiment abandonné. C'est un bébé, mais moi aussi je suis une enfant. J'aurais dû poursuivre mes études. Mais ça va quand même. Elle est sage. Elle est très importante pour moi. Dieu m'a donné une fillette merveilleuse. Je ne sais pas ce que je ferais s'il lui arrivait quelque chose. Chaque année, des milliers de jeunes filles partagent le même destin à travers la Roumanie, et plus particulièrement en milieu rural. Au total, 15% des nouvelles mères sont des adolescentes, selon les chiffres publiés par l'Eurostat en 2015. La Bulgarie voisine suit de près dans le classement. Pauvreté, émigration des parents, mais surtout manque d'informations expliquent ce phénomène selon de nombreux experts. La majorité des filles qui sont tombées enceintes avant 18 ans n'ont jamais suivi un cours d'éducation sur la santé. Le problème est là, dans le manque d'éducation sanitaire, notamment d'éducation sexuelle, dans les écoles et les communautés. Une soixantaine d'ONG réclament des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. D'autres, notamment celles liées aux églises orthodoxes et catholiques, rejettent cette idée. Elles estiment que ce rôle revient aux parents. J'inviterai les parents à faire plus attention à l'éducation de leurs enfants, d'être plus proches d'eux. Je créerai des programmes dédiés aux parents et leur proposerai de faire moins d'heures au travail pour pouvoir allouer plus de temps à l'éducation de leurs enfants. Même si aujourd'hui il est impossible pour Lorena d'envisager un retour à l'école, elle rêve de pouvoir un jour travailler pour offrir à sa fille une maison et un avenir meilleur. On va maintenant parler de la Chine connue pour cette politique de l'enfant unique. Mais l'année dernière, la Chine et les autorités ont mis fin à cette politique-là, Jonathan Serrero, et on assiste maintenant à un véritable baby-boom. Oui, depuis le 1er janvier de cette année, les autorités chinoises ont donc jeté aux oubliettes cette politique de l'enfant unique. Conséquence de cela, Valérie, on assiste à un véritable boom des naissances. Un rapport paru la semaine dernière annonce quelques 15 millions de naissances supplémentaires sur les 5 prochaines années. Les naissances en Chine ont augmenté de 5,7% en un an, soit 950 000 enfants chinois de plus. On parle d'un taux de fertilité en Chine de 1,8 enfants d'ici 2020. Une hausse de la natalité qui profite en marge aux nourrices, un métier devenu à la mode ces dernières années et depuis donc le 1er janvier. Elles suivent même une formation qui coûte aux alentours de 230 €. Elles sont entre autres sollicitées par les parents de la classe moyenne chinoise. Voilà un beau métier, un taux de fécondité donc qui est en hausse, mais la Chine qui connaît quand même un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Oui, on ne rattrape pas comme cela 40 ans de politique d'enfants unique et de contrôle des naissances. Il faut savoir, Valérie, que l'État a empêché tout de même 400 millions de naissances depuis 1979 et la mise en place de cette politique. Une politique assouplie en 1984 pour les familles rurales. Elles seules étaient autorisées à l'époque à avoir un deuxième enfant si le premier était une fille et donc le deuxième un garçon. Et pour cause, un garçon constituait une main-d'œuvre supplémentaire pour le travail commun et pour les autorités. Résultat, cette préférence pour les garçons s'est accentuée avec le temps, aussi bien qu'aujourd'hui, la population chinoise s'est déséquilibrée puisqu'on trouve 116 hommes pour 100 femmes au sein d'une même génération. En outre, pour ce qui concerne le taux de fécondité, la Chine a certes rattrapé quelque peu
son retard avec les années, son retard interne, sauf que la Chine se retrouve bien en dessous de la moyenne mondiale qui est, elle, de 2,5 enfants par femme en âge de procréer. On va partir maintenant au Kenya où l'ONG britannique Save the Children collabore avec les autorités pour sensibiliser les femmes kenyanes à la contraception, un travail de longue haleine dans ce pays attaché à ses traditions ancestrales. Aujourd'hui, seuls 58% de la population féminine utilise des moyens contraceptifs. Dans certaines régions reculées, ce chiffre s'élève seulement à 2%. Plus de détails tout de suite. Parler de sexualité et découvrir les différents moyens de contraception, c'est l'objet de la discussion aujourd'hui. Ici, dans le nord-est du Kenya, les habitants ne sont guère habitués à avoir ce type de conversation. Dans la région de Wajir, seuls 2% de la population utilise des moyens contraceptifs, contre une moyenne nationale de 58%. Ces femmes d'origine somalie sont souvent mariées avant 18 ans et connaissent des grossesses précoces qui peuvent entraîner des soucis de santé. J'ai commencé à utiliser le planning familial pour être en meilleure santé et pour que mes enfants soient en meilleure santé. Avant d'espacer mes enfants, j'étais très malade. Au début de ma grossesse, je ressentais des douleurs aiguës et pendant l'accouchement aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Si Safia va mieux aujourd'hui, c'est grâce au programme de sensibilisation lancé en 2014 par l'ONG britannique Save the Children en collaboration avec le gouvernement kényan. Nous les sensibilisons à l'importance du planning familial, à l'importance d'espacer les enfants, aux effets néfastes des mariages précoces et aussi aux conséquences de l'excision. Un véritable défi car dans la culture somalie, une grande famille est symbole de richesse. Ici, une femme donne naissance en moyenne à 8 enfants. Historiquement, dans la culture africaine, les gens ont plusieurs femmes et ils ont de nombreux enfants. Donc ils voient cela comme une idée venue d'Occident, une idée venue de l'étranger visant à limiter leur nombre pour mieux les coloniser. Le programme s'est aussi heurté aux croyances religieuses des habitants, nombreux à penser que le planning familial est proscrit par l'islam. Pour faire face à toutes ces réticences, l'ONG a sollicité l'aide des influents chefs religieux. Chaque semaine, des formations leur sont données et ils vont ensuite répandre la bonne parole dans les villages. Après plusieurs semaines de réflexion et après avoir reçu la bénédiction de son mari, Fatouma a ainsi décidé de se faire poser un implant contraceptif. C'est une décision personnelle d'utiliser le planning familial. Et vu que ma religion l'accepte, eh bien je vais l'utiliser. Comme Fatouma, plus de 3000 femmes ont débuté un planning familial au premier trimestre de cette année. Elles étaient moins de 1400 un an plus tôt. En 2 ans, les résultats du programme de Save the Children sont très encourageants.